Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire sur la clinimétrie au cabinet. Alors, petite anecdote, on a déjà fait cette présentation en direct en novembre dernier, mais on a oublié d'appuyer sur le bouton enregistrer. Donc on reprend aujourd'hui et cette fois-ci, on ne se fera pas avoir à nouveau. Rapidement, moi je m'appelle Marianne Rangström, je suis kinésithérapeute, j'exerce en libéral je suis également, j'ai également un master en ingénierie de la santé que j'ai obtenu en 2024. En dehors de cela, j'effectue un DU d'anglais médical et j'ai la chance d'intervenir en tant qu'enseignante dans plusieurs IFMK et notamment en méthodologie de recherche. Je vais avoir le plaisir du coup de vous guider à travers cette présentation sur la clinimétrie. Et mon objectif, c'est vraiment de vous donner des outils pratiques pour évaluer et l'utiliser efficacement dans votre pratique quotidienne. Maintenant, au plan de ce webinaire, nous allons aborder la clinimétrie en 4 grandes étapes. Nous commencerons par définir ce qu'est la clinimétrie et pourquoi elle est essentielle dans la pratique clinique. Nous verrons aussi une application et un exemple concret pour mieux comprendre son application. Ensuite, nous explorerons la notion de fiabilité. Euh, une fois la fiabilité établie, nous nous pencherons sur la validité, autrement dit, est-ce que l'outil mesure réellement ce qu'il est censé mesurer. Puis nous verrons comment intégrer ces outils dans la pratique clinique quotidienne. L'objectif de ce webinaire est de vous donner des clés concrètes pour mieux comprendre et utiliser la clinimétrie dans votre pratique. Cas concret pour illustrer l'importance de la clinimétrie en pratique clinique. Aujourd'hui, vous recevez Gérard, un patient qui consulte pour des douleurs au genou. Il se plaint de douleurs persistantes qui impactent sa mobilité et sa qualité de vie. Notre objectif ici est de voir comment la clinimétrie peut nous aider à poser un diagnostic précis et à mieux orienter notre prise en charge. Concrètement, quels tests pouvons-nous utiliser pour objectiver la douleur de Gérard? Comment s'assurer de la fiabilité et de la validité de nos outils d'évaluation? Et comment interpréter les résultats pour affiner notre diagnostic? Alors, on va rentrer un peu plus en détail sur notre cas clinique. Donc, Gérard. Gérard est un patient de 35 ans qui consulte pour des douleurs de genoux au niveau du genou droit. Donc, sur cette interface qui est celle de TOA, on peut voir les différents éléments qui composent son bilan. Donc, à la fois l'histoire de sa maladie. Donc, c'est des douleurs qui apparaissent surtout lors de la montée et descente des escaliers, mais également lorsqu'il est assis de manière prolongée, mais également tous les éléments qui vont venir influencer notre prise en charge, donc tout l'aspect biopsychosocial, donc d'un point de vue biologique, c'est un ancien coureur de demi-fond. On voit qu'il ne mange pas de manière forcément très saine vu qu'il ne prépare pas ses propres repas. Mais il se sent plutôt en bonne forme mentale. Il a quelques inquiétudes, donc peut-être il y a une crainte de chronicisation. Euh, mais pour autant, c'est un patient qui a un mode de vie assez actif, vu qu'il est technicien industriel et que du coup il se déplace régulièrement dans son quotidien. Euh, et on voit également que ses objectifs sont de diminuer la douleur, donc avoir une douleur qui est inférieure à 3 sur 10, et qui souhaite reprendre surtout une activité sportive, donc réussir à courir 5 km. Ce que nous, on en a en pratique clinique, c'est que souvent, lorsqu'on reçoit des informations comme celle de, de Gérard, on a tout un tas d'idées et de diagnostics et d'hypothèses diagnostiques qui apparaissent. Donc on peut se dire que éventuellement ça serait une atteinte du ligament croisé, quoi qu'il n'y a pas vraiment eu de choc. Éventuellement une atteinte du ménisque au vu de son âge. Est-ce que ça serait une fracture? On voit là, on les a affichés en fonction de la taille, en fonction de la prévalence, et de l'importance de cette hypothèse. Là, ce qu'on voit, c'est qu'à prime abord, on a l'impression que est-ce que ça ne serait pas un syndrome fémoro-patellaire? Et pour affiner notre diagnostic, nous allons avoir besoin des outils de la clinimétrie pour pouvoir valider en fait une hypothèse diagnostique ou une autre. Et hop.
Donc, qu'est-ce que la clinimétrie? La clinimétrie, c'est la science des mesures appliquées au contexte clinique. Elle permet d'objectiver ce que nous observons chez nos patients à travers des outils d'évaluation standardisés. Dans notre cas, face à un patient comme Gérard qui présente une douleur au genou, la clinimétrie nous aide à choisir les bons outils d'évaluation pour poser un diagnostic différentiel, suivre l'évolution de la douleur, des limitations fonctionnelles de manière mesurable et adapter la prise en charge en fonction des résultats obtenus au fil du temps. L'un des référentiels majeurs en clinimétrie est Cosmin, qui regroupe les meilleures recommandations pour évaluer la qualité des outils de mesure en santé. Grâce à ces critères, nous pouvons nous assurer que les tests utilisés sont adaptés à nos patients et réellement utiles dans notre démarche clinique. Que nous avons vu ce qu'est la clinimétrie, intéressons-nous aux critères qui permettent de juger de la qualité d'un outil de mesure. Un test clinimétrique ne se choisit pas au hasard, il doit répondre à des exigences précises pour être utile en pratique clinique. Ces 4 notions sont essentielles pour garantir que nos mesures sont fiables et exploitables. Nous allons maintenant les examiner une par une, en expliquer leur impact sur notre évaluation clinique. Donc, on va commencer par l'interprétabilité. L'interprétabilité, c'est la capacité à donner un sens clinique au score obtenu avec un outil de mesure. Un chiffre seul ne suffit pas, il doit être compréhensible, utilisable et avoir une signification pour la prise en charge du patient. Donc si on reprend notre exemple de Gérard, s'il rapporte une douleur de 3 sur 10 sur l'échelle de VA, ce chiffre seul ne veut pas dire grand-chose. Mais si on sait que 3 sur 10, il peut encore marcher sans trop de gêne mais évite les escaliers, à 6 sur 10, il ne peut plus courir, et à 8 sur 10, il a besoin d'antalgiques, alors ce score devient utile pour guider notre prise en charge et suivre son évolution. Lorsqu'on mesure un paramètre clinique, il est important de savoir si un changement observé est réellement significatif, et d'où les notions de changement minimal détectable et différence minimale cliniquement importante. Pour le changement minimal détectable, le changement minimal détectable nous indique si l'évolution dépasse l'erreur de mesure. La différence minimale cliniquement importante, elle correspond au plus petit changement perçu comme significatif pour le patient. Ces notions nous aident à interpréter correctement les scores et à adapter la prise en charge en conséquence. Donc, voyons maintenant comment appliquer les notions de changement minimum détectable et différence minimale cliniquement importante à la mesure de l'amplitude articulaire chez Gérard. Lors de l'évaluation de son amplitude de flexion de genou, nous obtenons les valeurs suivantes. Un changement de 3 degrés pourrait être dû à l'erreur de mesure et ne reflète pas nécessairement une amélioration réelle. Alors qu'un changement de 6 degrés est significatif et dépasse l'erreur de mesure. Mais cela ne veut pas forcément dire que Gérard ressent une amélioration. Pour qu'il perçoive une vraie différence fonctionnelle, il faudrait un changement d'au moins 15 degrés, ce qui correspond à la différence minimum cliniquement importante. Cela signifie que si, après plusieurs séances, Gérard gagne seulement 3% de flexion, nous devons être prudents avant de conclure à une réelle amélioration clinique. En revanche, s'il atteint un gain de 15%, nous savons que cela aura un impact fonctionnel concret, par exemple de monter les escaliers sans gêne. Passons maintenant à la deuxième notion, donc la notion de fiabilité. Donc un test clinimétrique doit être fiable, donc c'est-à-dire qu'il doit donner des résultats reproductibles, quelles que soient les conditions d'évaluation. Et on distingue un peu deux notions, donc la notion de fiabilité intra-évaluateur. Est-ce que le même évaluateur, en mesurant plusieurs fois un patient, obtient des résultats cohérents? Donc ça voudrait dire que moi-même, je mesure une première fois, puis je remesure un même patient une seconde fois. Alors que la fiabilité inter-évaluateur, est-ce que plusieurs évaluateurs obtiennent des résultats similaires en utilisant le même test sur le même patient? Cette distinction est essentielle pour s'assurer que nos mesures sont précises et réellement exploitables en clinique.
Et chez toi, on a fait le choix sur notre interface, sur notre web app, de mettre des petites vidéos en systématique ainsi qu'une description hop, sur le côté afin qu'il soit facile justement d'augmenter cette reproductibilité. Donc le fait de réussir à faire deux fois de manière identique les tests et dans cette optique en fait d'augmenter la fiabilité dans la réalisation de nos tests. Alors, ben, pour information, si vous êtes amené à lire des articles scientifiques, euh, les tests statistiques qui concernent la fiabilité sont l'ICC pour les données plutôt quantitatives. Donc, on se réfère par exemple à la mesure goniométrique, qui va être une valeur en fait qui va être donnée en, en chiffres, on va dire en quelque sorte. Là où euh, pour les valeurs plutôt qualitatives, donc bah, si c'est s'il y a différentes enfin si c'est les résultats d'un test sont oui non, ben là on va plutôt parler de coefficient de kappa. Voilà. Donc c'est plus une petite information pour aller plus loin. Mais en tout cas, cette notion de fiabilité, elle est vraiment essentielle parce que, en fait, en réalité, si on mesure deux éléments et que systématiquement on a des résultats qui ne sont pas cohérents et qui ne vont pas dans la même direction, en fait, on va passer son temps à mesurer à côté. Donc, il faut un peu l'imaginer comme, enfin, cet œil de bœuf. En fait, un outil se doit d'être fiable pour être utile. Euh, En effet, un outil qui n'est pas fiable ni valide, on va imaginer qu'en fait on tire à côté systématiquement. Là où si on a un outil qui est fiable et valide, euh, les mesures sont cohérentes, donc elles vont toujours aller dans la même direction, mais elles ne représentent peut-être pas la bonne chose. Et c'est pour ça qu'on va également avoir besoin que l'outil soit valide. Et cette transition nous permet du coup d'introduire la prochaine notion qui est la notion du coup de validité. Test valide est un test qui mesure exactement ce qu'il est censé mesurer, mais la validité peut se décliner en plusieurs formes. Nous allons maintenant voir les trois types de validité qui existent, donc la validité de contenu, la validité de construit et enfin la validité de critères. Chacune de ces notions a un impact direct sur le choix et l'interprétation de nos outils en clinique. Voyons cela en détail. La validité de contenu évalue si un test couvre tous les aspects pertinents du concept qu'il est censé mesurer. Elle repose généralement sur l'accord d'experts qui vérifie que les éléments inclus sont cohérents et représentatifs. Ce type de validité est surtout utilisé dans les domaines de la science humaine et sociale, notamment pour les questionnaires évaluant le côté psychocognitif, mais également en réalité pour les questionnaires qui sont utilisés en kinésithérapie. Ensuite, la validité de construire repose sur la corrélation entre deux tests ou deux évaluations censées mesurer la même chose. Elle est particulièrement utile lorsqu'il n'existe pas de gold standard pour comparer directement un outil. Par exemple, on peut vérifier si un nouveau test d'évaluation fonctionnelle du genou est bien corrélé avec des tests existants déjà validés. Si on pense par exemple au genou, encore une fois, on a le test de Lachman qui a été validé et on va avoir d'autres tests qui existent comme le test de Léry par exemple qui lui aussi est censé mesurer l'intégrité du ligament croisé.
nous allons également avoir la validité de critères. La validité de critères, quant à elle, elle cherche à évaluer la corrélation entre un test ou une évaluation ainsi qu'un gold standard, donc une sorte d'étalonneur. Donc on estime qu'un test est considéré comme parfait et en fait on compare un autre test à celui-ci. Et ce type de validité est le type de validité qu'on va retrouver pour la plupart des tests utilisés en pratique clinique. Donc pour l'ensemble en fait de l'exemple qu'on va donner par rapport à cette validité de critères, on va se référer à ce signe, donc le signe de Clark, que vous pouvez voir dans cette vidéo juste là. Donc sur notre logiciel, on a bien entendu décrit la manière dans laquelle on peut le réaliser. Ensuite, du coup, que notre patient, Gérard, a véritablement un syndrome fémoro-patellaire, donc ça a été diagnostiqué de manière officielle, et on lui fait faire ce fameux test de Clark, et celui-ci revient positif. On va donc être face à un vrai positif. Donc le signe de Clark est positif, et le patient a effectivement un syndrome fémoro-patellaire. Le test fonctionne bien et confirme la présence de pathologie. Au contraire, si le test est négatif et que le patient n'a pas de syndrome fémoro-patellaire, cela signifie que le test identifie correctement les patients sains et qu'il est efficace pour exclure la pathologie. Donc c'est un vrai négatif. Mais il se peut également que le test soit négatif alors que le patient a en réalité un syndrome fémoro-patellaire. Et du coup, on serait face à un faux négatif. Cela peut être très problématique car la pathologie passe inaperçue, ce qui pourrait retarder la prise en charge. Enfin, un faux positif serait lorsque le test est positif, mais que le patient n'a pas réellement de syndrome fémoro-patellaire. Cela signifie que le test peut parfois être surdiagnostiqué et donner des résultats erronés. Mais là, quand je m'exprime, vous devez peut-être penser que je réfléchis de manière illogique par rapport à notre pratique commune. En réalité, en fait, on ne sait pas vraiment s'il a en général un syndrome fémoro-patellaire et on ne va pas essayer de valider en fait cet élément. On va plutôt raisonner dans l'autre sens, donc chercher à savoir est-ce qu'il a un syndrome fémoro-patellaire. Et donc, pour évaluer la qualité d'un test diagnostique, on utilise deux autres notions fondamentales. Donc, la sensibilité. Donc, ça serait plus la capacité du test à identifier correctement les patients atteints. Donc, éviter les faux négatifs. Alors que la spécificité, c'est la capacité du test à exclure correctement les patients sains. Donc, éviter les faux négatifs. Dans le cas du syndrome de Clark, une sensibilité élevée signifie que le test détecte bien les patients avec un syndrome fémoro-patellaire, alors qu'une spécificité élevée garantit qu'il ne donne pas de faux diagnostics chez les patients sains. De la sensibilité et de la spécificité, nous utilisons deux autres indicateurs clés en clinique. Donc le VPP, valeur prédictive positive, donc c'est la probabilité qu'un patient ayant un test positif ait réellement la pathologie. Et le VPN, donc la valeur prédictive négative, donc la probabilité qu'un patient avec un test négatif soit réellement sain. Ces indicateurs sont particulièrement utiles pour interpréter les résultats d'un test en fonction du contexte clinique et de la prévalence de la pathologie. En plus des valeurs prédictives, nous utilisons les ratios de vraisemblance. Hop, donc le RV+, plus il est élevé, plus un test positif confirme la présence d'une pathologie, alors que le RV-, plus il est proche de 0, plus un test négatif exclut efficacement la pathologie. Et quand on parle de RV, on est plus dans un sens logique par rapport à notre prise en charge. Donc, c'est vraiment le fait de pouvoir... en faisant d'abord le test, quelle est la probabilité en quelque sorte que la personne elle ait réellement la maladie ou elle ne l'ait pas.
Donc un RV+, plus il est élevé, plus on peut inclure le patient pour un test positif, alors que pour un RV-, plus il est proche de zéro, plus on peut exclure le patient pour un test négatif. Euh, Entre ces valeurs... Pardon. Hop. Donc ce tableau-là montre comment on peut interpréter les valeurs des ratios de vraisemblance en clinique. Donc plus le RV+ est élevé, plus il tend vers 10 et au-delà, plus il renforce le diagnostic. Là où plus un RV- est faible, donc plus il est proche de zéro, plus il permet d'exclure une pathologie. C'est un outil essentiel pour comprendre dans quelle mesure un test influence la prise de décision clinique. Et maintenant que nous avons vu comment interpréter les ratios de vraisemblance, appliquons ces concepts à des tests cliniques concrets. Donc sur le tableau de gauche, on vous rappelle en fait les différentes valeurs. Donc un RV+ qui va au-delà de 10 permet de confirmer fortement une pathologie, là où un RV- qui tend vers 0 permet d'exclure efficacement une pathologie. Sur le tableau de droite, on va justement avoir les données concernant le test de Clark. Euh, et souvent, ça se présente de cette manière dans les articles scientifiques. Donc, il répertorie en fait les différents tests cliniques avec leurs valeurs de sensibilité, de spécificité et leur ratio de vraisemblance. Et en l'occurrence, du coup, ce qu'on vient de voir, c'est qu'il faut plutôt se concentrer sur les ratios de vraisemblance. Quand on va voir le test de Clark, on voit qu'il y a plusieurs articles qui ont été réalisés à ce sujet. Et on voit ici que les ratios de vraisemblance pour inclure sont assez faibles. Enfin, il y a un article, celui de Elton et Hall, où il y a un ratio de vraisemblance assez élevé, où on voit que le test de Clark aurait un intérêt modéré à être utilisé pour inclure. Alors que pour exclure, les valeurs sont en général dans cette catégorie-là, et du coup elles sont très peu utiles ou peu utiles pour exclure un syndrome fémoro-patellaire. Donc, en fait, ces indicateurs, donc le RV+, le RV-, permettent de savoir quels tests sont le plus utiles en pratique clinique et lesquels nécessitent d'être complétés par d'autres évaluations. Et en général, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire des clusters, donc on va en assembler plusieurs les uns à la suite des autres pour venir augmenter en fait la probabilité que la personne elle ait la pathologie réellement. Et pour aller encore plus loin, voici des exemples concrets de validation de tests diagnostiques à travers des études scientifiques. L'échographie en haute résolution est souvent utilisée comme un gold standard pour évaluer la précision des tests cliniques. Le test de palpation tendineuse, du tendon rotulien est comparé à l'échographie pour déterminer s'il est fiable ou clinique. Et enfin, le Royal London Hospital Test est un exemple de test clinique validé par corrélation avec des examens d'imagerie. Ces études montrent l'importance de croiser les résultats des tests cliniques avec des références fiables afin d'assurer la pertinence en pratique clinique. Enfin, sur le terrain, la validité de critères repose en général sur différents niveaux, donc la notion de gold standard, de référence standard et de test standard. Donc pour le gold standard, si on prend l'exemple d'une rupture du ligament croisé, le gold standard, en fait, ça sera la méthode la plus précise et fiable. Elle est souvent plutôt invasive et en l'occurrence, ça sera l'arthroscopie. Elle permet de confirmer avec quasi certitude le diagnostic. Mais elle est souvent coûteuse, peu accessible et encore une fois invasive. Là où la référence standard, donc là pour le coup ça serait l'imagerie, l'IRM, elle correspond à une méthode reconnue et validée et largement utilisée. Elle est moins invasive que le gold standard et elle sert souvent comme point de comparaison avec les tests standards. Les tests standards, ça serait des tests cliniques utilisés au quotidien en consultation, peu coûteux en l'occurrence, mais dont on n'est pas certain qu'ils puissent déterminer avec certitude l'atteinte du ligament croisé. Donc pour le ligament croisé, ça serait par exemple le test de Lachman. Ils doivent être comparés donc en général aux références standards à minima,
en parlant des tests standards, pour évaluer la validité de critères et leur précision en fait diagnostique. Voilà. Dernière notion des différentes notions sur la clinimétrie, donc la réactivité. Donc il doit être à la fois fiable, valide, mais aussi capable de détecter un changement dans l'état du patient au fil du temps. Et c'est ça qu'on appelle la réactivité. Donc c'est la capacité d'un test à détecter un changement au cours du temps. Et elle permet en fait de mesurer une évolution clinique, qu'elle soit positive, donc soit une amélioration, ou négative, donc une aggravation. Et elle comprend en fait la notion de sensibilité au changement. Donc c'est en gros la capacité d'un test à détecter des petites améliorations ou détériorations au cours du temps. Et si on donne un exemple, un thermomètre mesure la température corporelle avant et après un traitement antipyrétique. Si la température baisse de manière significative, le thermomètre est un outil réactif et sensible au changement. Si on reprend le cas de Gérard, à la lumière en fait de l'ensemble des éléments de clinimétrie qu'on vient de voir ensemble, Gérard va arriver chez vous. La première étape va faire un triage, donc de savoir en fait s'il est vraiment de votre ressort. Donc on va utiliser plutôt des outils qui permettent d'exclure en fait des pathologies graves pour pouvoir les renvoyer chez le bon professionnel de santé si cela est nécessaire. Donc en fait il nous faut des tests dont la validité nous a montré qu'il y avait un ratio de vraisemblance négatif qui était proche de 0. Donc on va penser par exemple pour le genou encore aux critères d'Ottawa par exemple qui permettent d'exclure un risque de fracture important. Et dans un second temps, en fait, on va chercher à catégoriser notre patient en fonction de plusieurs diagnostics. Et en l'occurrence, on va chercher à avoir en fait un test avec un ratio de vraisemblance qui est plutôt élevé et pour pouvoir en fait faire varier nos hypothèses diagnostiques. Donc typiquement pour Gérard, on cherche à reprendre en fait les différentes hypothèses qu'on a et en fait les faire varier en fonction des différents tests qu'on va pouvoir mettre en place en clinique. Mais cette notion en fait ne serait rien sans la notion de nomogramme de Fagan, comme vous voyez juste ici en fait. On va avoir également des probabilités pré-test. Donc en fait ça va être des notions plutôt d'ordre épidémiologique et en fait, ça permet d'avoir la prévalence dans une population générale d'une pathologie ou d'une autre. Et si on reprend l'exemple du syndrome fémoro-patellaire, la prévalence, elle est estimée entre 15 et 45%. Et ces taux varient beaucoup selon la population concernée, donc les adolescents, les adultes actifs, limitaires, etc. Et en fait, sur ce nomogramme, on va pouvoir placer en fait cette probabilité pré-test qu'on va faire varier ensuite en fonction des ratios de vraisemblance. Donc, comme on a montré tout à l'heure, c'était en fait en se référant à la validité, en fait, ça nous permet de dire quelle est la probabilité en faisant passer le test que la personne ait réellement la pathologie. Et en fait, ça va nous donner, dans un second temps, la probabilité post-test, donc après avoir effectué le test, quelle est la probabilité que la personne ait réellement la pathologie. Donc là, on voit que la probabilité en moyenne, elle est à 30% en pré-test, donc il y a 30% de chances qu'il ait réellement un syndrome fémoro-patellaire. On le fait varier avec le ratio de vraisemblance, comme ça a été indiqué dans les études qu'on a citées tout à l'heure, et ça nous donne en fait la probabilité post-test, qui là, elle est de l'ordre de 75%. On voit en fait aussi que le ratio de vraisemblance négatif là nous donne pas énormément d'informations en fait. On peut exclure que à l'ordre de 20% le fait s'il a un test négatif qui n'est pas de syndrome fémoro-patellaire. Donc il ne nous est pas très très utile dans ce sens-là, mais plutôt utile en fait pour inclure l'éventualité dans laquelle il est véritablement la pathologie. Et ce que nous, on a décidé de faire chez TOA, du coup, ça va être de faire, dans les différents examens cliniques qu'on propose, de faire des clusters. En fait, on rassemble les différents tests qui ont déjà montré une bonne fiabilité et validité. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, on a vraiment mis l'accent sur le fait de préciser à l'ensemble de nos utilisateurs en fait comment réaliser les différents tests.
Et on va avoir en fait des clusters un peu comme ici pour justement les douleurs fémoro-patellaires. Et en fait, là où on va même plus loin, c'est qu'on propose une interprétation en fonction de la positivité ou de la négativité des résultats. Et là, en l'occurrence, si on se réfère à encore notre cas de Gérard, bah, s'il avait 6 réponses sur les différents tests qu'on a décidé d'inclure qui étaient positifs, bah, en fait, il a une très forte probabilité qu'il ait réellement cette pathologie-là. Donc, je vous remercie infiniment de votre écoute et n'hésitez pas si vous avez des questions de nous les rédiger dans les commentaires de cette vidéo YouTube et on se fera un plaisir d'y répondre.